Bienvenue sur le podcast Face au vide, le podcast des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui osent parler des risques et des imprévus qui façonnent notre parcours. Parce que comme vous, je suis persuadée que le risque fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Ce podcast explore des moments cruciaux où tout a failli s'arrêter. Mais finalement, l'histoire a continué autrement. À travers des témoignages inspirants, des invités incroyables, vous allez découvrir des histoires hautement risquées pour peut-être, j'espère, vous inspirer et vous sensibiliser. PS Partner, c'est quoi ? C'est le spécialiste en gestion des risques et en assurance des entreprises. C'est parce qu'on est nous-mêmes des entrepreneurs avec mon associé Philippe, qu'on a vécu des situations hautement risquées, qu'on a voulu accompagner d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise. À travers PS Partner, on veut faire bousculer le monde du courtage pour rendre ces risques plus compréhensibles et vous accompagner à protéger l'essentiel. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir mon ami Alex Bonetti. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore et nous raconter un peu ton parcours ? Yes, alors Alexandre, je suis le fondateur de Simple et Beau. Mon parcours, écoute, je suis né il y a 36 ans, j'ai 2 enfants. Et je suis passionné par l'automatisation. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur et par l'émerveillement client. Donc, j'adore faire kiffer, en fait, mes clients et j'essaye de le faire à grande échelle. Et c'est un peu mon défi professionnel principal. C'est de créer de l'émerveillement client, mais à très grande échelle. Voilà. Ok, du coup, tu as monté Simple et Beau, je prononce bien. Simple et Beau. Simple et Beau. Il y a combien de temps ? Ça fait un peu moins de 10 ans. Un peu moins de 10 ans. Qu'est-ce que fait Simple et Beau ? Alors, Simple et Beau, on aide les professionnels et les entreprises à être visibles sur Internet. Voilà. Donc, concrètement, on leur propose un abonnement. Et contre cet abonnement, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour être visibles sur Internet. Donc, ça va être un site Internet, du référencement Google, de la e-réputation. Voilà, c'est tout ce dont ils ont besoin pour briller sur Internet simplement. Et donc, on propose ça en direct, mais surtout par l'intermédiaire de grands groupes qui veulent proposer ça dans leur offre. Notamment donc, les banques. Bah oui, des crédits agricoles, des sociétés générales, mais aussi des fournisseurs de produits ou de services comme Saint-Gobain, comme bientôt, j'espère, des assureurs, ou des fédérations professionnelles, des syndicats, des startups. Voilà. Mais il y a aussi, par exemple, ma petite maman, comme ça je vais faire la petite promotion, qui a lancé un site rose comme un citron et qui est passé du coup par Simple et Beau pour organiser tout son site avec vous. Ouais, donc, c'est ça. On a 8000 clients en direct et bien d'autres. On a beaucoup aussi en indirect, mais on a ces 2 activités-là, direct et indirect. Avant de parler de risque, je crois qu'une des grosses forces de Simple et Beau, c'est l'émerveillement client. Tu as gagné le prix, non, du meilleur de service client. Ouais, c'est ça. Combien de clients, tu disais 8000 en direct 8000, ouais. Et avis Google ? On en a plus de 3000, je crois. On a en fait, entre les avis Google et les avis Trustpilot, on est autour de 3000 ou 4000. Et effectivement, on n'a pas des gros articles de presse sur les levées de fonds, mais on a une autre fierté, c'est d'être l'agence web la mieux notée de France. Combien ? T'es noté combien ? Le max, je crois. Ouais, c'est 4,9 sur 5 sur Google et Trustpilot. Si, pour ceux qui nous écoutent, si tu devais donner... ça tient à quoi en 3 points, pourquoi tu penses que vous êtes la meilleure agence ? Alors, le premier point, c'est qu'en fait, on vend un site, de la visibilité, mais en fait, ce qu'on délivre, c'est de la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que les clients qui viennent chez nous, ils sont pas techniciens, ils sont pas informaticiens, ils n'ont pas envie d'y passer du temps. Ils veulent juste payer un prestataire qui s'occupe de tout. Et c'est ça notre positionnement. Donc ça nous différencie fortement de toutes les autres solutions américaines où tu dois tout faire tout seul. Donc ce côté tranquillité d'esprit, je pense que c'est le point clé. Le deuxième, c'est qu'en fait, on délivre bien plus que ce qu'on vend. Donc pour savoir ce qu'on délivre, il faut souscrire. Hein. J'invite tout le monde à... Simplebeau.com. Voilà. Mais on délivre plus que ce qu'on vend. Et ça, souvent, ça les surprend, ça crée de l'émotion. En fait, il y a beaucoup de petites attentions qui sont délivrées pendant le service client. Je pense que c'est le deuxième point clé. Et la troisième chose qui me tient à cœur, c'est en fait de personnaliser le service en fonction du client.
C'est-à-dire qu'un peu comme dans le luxe, en fait, on s'adapte aux clients. Donc, par exemple, notre logiciel, il s'adapte en fonction du niveau informatique du client. Nos messages, ils s'adaptent en fonction du profil de personnalité du client. Donc, on a mappé, en fait, on a catégorisé nos clients dans des catégories. Et en fonction de ça, on va s'adresser à eux différemment. Donc, on a repris en fait des pratiques du luxe où tu connais parfaitement ton client et t'adaptes ce que tu lui proposes, mais on l'a mis dans le monde du logiciel en fait. Et en plus, c'est pas très cher. On ne paie pas de 10 000 euros par an pour avoir un site avec Simplebo. Effectivement, grâce à la techno et à l'industrialisation, aux économies d'échelle, on peut proposer un service clé en main pour 1 500 euros par an, tout inclus. Et combien de chiffre d'affaires tu as le droit de communiquer? Oui, bien sûr. Alors, sur nos clients directs, oui. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une partie de l'activité. On est à peu près à 7 millions d'ARR. Donc, il y a une partie de service, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Moi, j'ai une passion pour l'abonnement. Donc l'ARR, l'abonnement, c'est-à-dire que tous les ans, tu es sûr de faire ces 7 millions avec... Voilà, tu as 7 millions d'abonnements qui tombent. À côté de ça, on a des services, plein de choses, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Donc, s'il y a un chiffre sur lequel on communique et qu'on est motivé chaque mois, c'est sur les revenus récurrents. Voilà. Donc 7 millions, combien de collaborateurs, Simplebo ? On est autour de 80. Et alors aussi, tu fais partie du club Bootstrap. Donc, tu as choisi la voie que moi j'appelle la voie royale du Malaradin, c'est-à-dire une entreprise autofinancée et donc rentable. Tu n'as jamais levé de fonds, tu n'as jamais craqué et passé de l'autre côté. C'est rare. Pourquoi selon toi et pourquoi tu as fait ce choix de ne jamais lever de fonds? Alors déjà, on a levé un petit peu de fonds auprès de Business Angel. Ouais, d'accord, un petit peu. Mais on essaye de leur racheter leurs actions là. En fait, on n'a pas levé de fonds, mais on a levé des manches quand même. Hein. On s'est mouillé. Et la raison de ça, c'est qu'on veut garder notre indépendance stratégique totale. On veut pouvoir faire des choix très long-termistes. Donc, quand tu as un fonds, il faut les sortir au bout de 6 ans, 7 ans, il faut leur rendre leur argent. Et moi, je voulais pouvoir faire des choix, notamment sur l'émerveillement client, sur la qualité de la techno, qui étaient très long-termistes. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'on n'a pas levé de fonds. Et c'est aussi parce qu'on est sur un business où, en fait, tu peux être rentable. Parce que tu as des business où il y a beaucoup de R&D. Oui, tu peux pas être où tu peux pas, en fait. Donc, tu es obligé de lever des fonds. Tu as des business où tu dois avoir une masse critique d'utilisateurs pour que ça ait un sens, pour que ça ait de la valeur, comme les plateformes de mise en relation. Là, c'est compliqué de pas lever de fonds, sauf quand tu es une star comme Wilfried, de Superprof. mais dans la majorité des cas, c'est nécessaire. Nous, on est sur un business où, en fait, chaque client est rentable. Donc, en fait, on a aussi cette possibilité de garder une indépendance stratégique. Et moi, donc, j'ai voulu créer une boîte pour être libre de mes choix. Et cette indépendance financière, c'est un moyen pour être libre de mes choix, même si on est bien sûr redevable vis-à-vis de nos clients, de nos collaborateurs. J'avais pas envie de me remettre encore plus de pression que ça. Est-ce que tu as pris des risques? Je suppose que oui, en tant qu'entrepreneur. C'est quoi les risques que tu as pris en créant Simplebo? Déjà, pour moi, le premier risque, c'est quand même le coût d'opportunité. Quand tu crées ta boîte, tu perds des opportunités quand même de faire une belle carrière dans un grand groupe. Quand je vois mes potes et les niveaux de salaire auxquels ils sont aujourd'hui, oui, j'ai pris le risque quand même de perdre ces opportunités. Je suppose qu'en plus, au début, tu n'es pas bien payé en tant qu'entrepreneur. Tu n'es pas payé du tout. Quand tu es bootstrap, tu n'es pas payé du tout. C'est la base. Après, tu as le risque de s'associer. Parce que quand même, c'est pire qu'un mariage, quoi, j'ai envie de dire. 5 jours sur 7. 5 jours sur 7. Hein. Donc, l'association, c'était un sacré risque aussi. Pour moi, tu as eu le risque de la mort lente. C'est particulier comme risque, mais comme tu lèves pas de fonds, parfois, tu es aussi condamné à aller assez lentement et donc à te décourager potentiellement. Donc, on a eu des phases où on se disait « Waouh, ça commence à être long, est-ce qu'on persévère ou pas ?» Donc, pour moi, c'est un risque supplémentaire.
Et pour moi, il y a eu des phases de grand risque quand tu dois passer des marches. Par exemple, quand on était 30 et qu'il fallait du coup créer le middle management, bah là, pour moi, c'était un risque de dingue parce qu'en fait, tu es trop gros pour ne pas avoir de middle management. Si tu n'as pas de middle management à 30-40, tu fais un burn-out, quoi, clairement. Mais tu es trop petit pour te le payer encore. Surtout en bootstrap. Tu ne peux pas recruter des stars, head of sales, c'est ça. CFO, etc. Exactement. Et à un moment, du coup, il faut sauter cette marche. Il faut réussir. Il faut prendre un grand élan et essayer de passer en recrutant ce middle management. Et là, objectivement, si tu te gourres, bah, tu es mal barré parce que tu n'as pas la trésor pour assumer longtemps ce middle management avec ton chiffre d'affaires, quoi. Donc là, on était sur le fil, littéralement. Et pour le coup, c'est marrant parce que Gilles de Lucas dit souvent la mort lente en bootstrap, c'est un problème parce qu'en fait aussi la croissance, c'est ce qui fait recruter des collaborateurs, c'est ce qui fait que tu vas être visible dans la presse. Bref. Et donc, c'est quoi un peu ta vision ? Est-ce que tu trouves que du coup, le fait d'être bootstrappé, c'est beaucoup plus compliqué de recruter, notamment tu peux pas payer non plus ce que... Alors là, ça s'est un peu calmé dans la tech, mais il y a des moments où tu voyais certaines boîtes de la tech qui pouvaient payer des salaires complètement indécents à des jeunes de 30 ans. C'est quoi un peu ta vision sur cette mort lente ? Bah, je pense que en fait, tous les 3 ans, faut prendre un risque. Faut prendre un risque justement pour éviter de stagner. Et quand je refais l'histoire de Simple et Beau, tous les 3 ans, on a pris un risque important. Ça peut être intégrer un nouvel associé qui va nous chambouler. Ça peut être justement créer toute cette couche de middle management. Ça peut être lancer un nouveau produit. Et c'est quoi ton dernier risque pris ? Mon dernier risque, là, c'est de racheter une boîte. Donc jamais fait ? J'avais jamais fait. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est un marché qui doit se consolider. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça implique de sortir beaucoup d'argent. Mais c'est hyper excitant. Et ça faisait 2 ans et demi qu'on était en stabilisation, enfin qu'on n'était pas en stabilisation de chiffre d'affaires, mais qu'on n'avait pas pris de grands risques. Donc objectivement, je commençais à me dire, ok, c'est quoi le next Donc, c'est quoi la prochaine aventure ? Ta vision, c'est tous les 3 ans, il faut prendre un risque. Tous les 3 ans, en fait, tu prends un risque et ensuite, tu as 3 ans pour effectivement l'intégrer, pour le digérer. Et en ce qui me concerne, si je fais pas ça, au bout de 3 ans, le risque, c'est la mort lente. Donc, ou c'est l'ennui, ou c'est de voir partir les meilleurs collaborateurs. Et donc, je pense qu'effectivement, le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. C'est de ne pas en prendre sur le temps long. Mais je veux dire, imaginons, on parle de mort lente. Tu intègres un nouveau acteur. Tu rachètes ton sales, tes salariés, ça va peut-être impacter ton codir, mais tu penses vraiment que ça va impacter tes 80, tes 90 salariés ? Bah, t'en intègres 20 de plus. Donc déjà, c'est un risque culturel. Tu dois sortir quand même quelques millions. Donc, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un risque. Mais est-ce que vraiment, tu penses que ça a un impact sur le fait que ce ne soit pas une mort lente pour tes salariés et qu'ils se retrouvent dans une phase stimulante ? Oui, parce qu'effectivement... ça va être hyper stimulant. Ça va être hyper stimulant parce que d'un coup, on se retrouve avec un nouveau produit, un nouveau marché, des nouveaux collègues, une taille qui nous permet de faire des investissements qu'on ne pouvait pas avant. Ça crée des opportunités aussi de nouveaux postes parce que forcément, tu te retrouves avec plus de collaborateurs, donc il faut peut-être plus de postes de management ou rôles transverses. Ça t'ouvre la porte aussi aux prochaines acquisitions de boîtes, si ça se passe bien. Donc non, moi je vois un champ des possibles qui s'ouvre de façon stratosphérique en faisant ce type de move, quoi. Simple et Beau, pardon, je ne sais pas si tu prononces bien, j'ai vraiment du mal à bien prononcer. Simple et Beau, c'est ta première boîte que tu crées. Est-ce que tu as eu un moment, quelque chose, un événement qui a fait que tu es passé à un fil de la faillite? On en parle souvent, mais on dit souvent que les entreprises qui réussissent ont forcément eu des moments dans le dur. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le dur actuellement ou qui ont fait faillite, est-ce que tu as un moment qui t'a marqué où tu n'étais pas sûr que Simple et Beau fasse l'année suivante? Oui, effectivement. Pourtant, je déteste le risque. Je déteste le risque. Pourtant, j'entreprends. Ouais, j'entreprends, mais j'anticipe. J'essaye d'avoir une facette
pessimiste pour essayer d'anticiper les problèmes. Et effectivement, on a eu des années Covid extrêmement bonnes, parce que pendant le Covid, toutes les entreprises voulaient se digitaliser. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de cash. Il y avait beaucoup de création. Il y avait du cash, il y avait des aides à la numérisation. Et il y avait beaucoup de reconversion aussi. Il y avait beaucoup de reconversion. Tu avais des boîtes qui recevaient beaucoup d'aides aussi, qui avaient le temps pour se digitaliser, tous les commerces, etc. Et tu as des boîtes qui, objectivement, devaient mourir, des commerces, parce qu'elles n'étaient pas viables, qui ont été sous perfusion d'aides de l'État et qui donc ont survécu. Et donc, en fait, tu avais finalement peu de faillites d'entreprises. Et là, on le paye aujourd'hui, d'ailleurs. Et voilà. Et donc, c'est quoi le moment où on était sur le fil ? C'est après. C'est qu'en fait, du coup, là, on a eu une explosion du chiffre d'affaires. T'es passé de combien à combien, tu te souviens ? À cette époque-là, on est passé de 2 à 5. Ah ouais, donc c'est quand même une croissance forte. Croissance forte. On a recruté beaucoup de monde. Et 1 an après la fin du Covid, là, c'est la douche froide. Donc, toutes les aides s'arrêtent. Les entreprises doivent commencer à rembourser leurs prêts garantis par l'État. La croissance n'est pas celle qu'on avait prévue. Par contre, on a créé les coûts fixes. Et donc là, on se retrouve déficitaire, à consommer le cash qu'on avait accumulé. Et là, je vois la trésor qui baisse. Et là, oui, j'en ai fait des nuits blanches. C'était quand ça ? Ça, c'était il y a 3 ans. Donc risque de trésor, quoi. Où en fait, la croissance est beaucoup moins importante. Tu as fait des investissements, parce que souvent on dit qu'on fait des investissements que tu peux plus résilier, je sais pas moi, du leasing d'ordinateur ou des choses comme ça. Nous, c'est les salariés. Okay. On voulait absolument pas mettre fin à des contrats de travail. On voulait pas licencier, on n'a jamais licencié. Donc on a baissé nos salaires de 40%. En tant que dirigeant. Tous les dirigeants. Tu vois la trésor s'effondrer. Ouais, après, on avait toujours un matelas, mais tu sens quand même sur les fichiers Excel que si tu tires, ça sent pas bon, quoi. Tu vois ? Et là, effectivement, faut passer à l'action, quoi. Faut passer à l'action. Et donc, on a réussi à faire un plan d'optimisation du cash assez fort. Donc, on n'a pas levé de fonds, mais on a mis en place peut-être une quinzaine d'actions pour redresser le cash. Donc, ça va être, par exemple, passer ta base client d'encaissement mensuel à encaissement annuel. Donc, en fait, tu fais une levée de fonds en faisant ça, en proposant à des milliers de clients de passer en paiement. Avec une réduction à la clé ? Avec une remise, bien sûr, à la clé. Mais d'un coup, bam, tu fais ta levée de fonds tu vois, qui est significative. On a challengé l'intégralité de nos investissements incertains et long-termistes pour se concentrer sur les choses plutôt certaines et court-moyen terme. Donc déjà, tu réduis la voilure. On a, comme je te l'ai dit, réduit les salaires des dirigeants, temporairement, heureusement. On a fait plein de choses comme ça et on s'en est sorti vraiment en faisant un plan d'action, en le priorisant et en passant à l'action très très vite. Et je me rappelle à un moment, tu n'avais pas aussi fait la chasse au coût, c'est-à-dire voir les logiciels qui ne sont pas utilisés, les supprimer, enfin des choses comme ça, effectivement. On a tout renégocié. On a chaque dépense même de 40 €. Et en fait, c'est une bonne occasion aussi, ces moments de crise, pour faire le ménage de tout ce qui était inutile. Et c'est aussi un bon prétexte pour le faire. T'as des choses que tu mets en place qui sont des choses de confort, parfois, qui sont très difficiles à supprimer, sauf quand ça devient nécessaire. Et là, il n'y a plus de débat, quoi. Voilà, donc je suis assez fier de la façon dont on s'est mis en action et surtout de la communication interne qui a eu lieu, parce que ça, c'est à double tranchant. Si tu essayes de le faire discrètement, je parie que ça te retombe dessus parce que ça crée de la peur. Et là, on a joué avec l'équipe la carte de la transparence totale. Donc, chaque mois, ils savaient le cash qui rentre, le cash qui sort et le montant de cash. Voilà. Okay. Donc, ils étaient au courant que vous n'étiez pas dans la meilleure des formes, et donc tout le monde aussi participe un peu à l'effort, je suppose, et ils savent pourquoi tout d'un coup ils peuvent plus faire ça, parce que et est-ce que
vous aviez une période donnée où tu t'es dit ça va être tant de temps qu'on va réduire les investissements, enfin ton plan d'action là en 15 points, ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 mois. Ok, bon, ça va, c'est... Et au bout de 3 mois, tu as vu l'impact? Ah bah ouais. Rien qu'en faisant payer déjà tous les clients en annuel. Ouais. Déjà, t'as peut-être 3 semaines de planification. Et après, on s'est mis en mode machine. Et en 2 mois et demi, c'était réglé. Chaque semaine, on refaisait le PNL, donc le budget prévisionnel, pour voir où on en était. Et ça, c'est un autre point qui est clé, c'est qu'il faut s'équiper d'une équipe finance à la hauteur de l'enjeu, quoi. Donc, s'il y a un truc qu'il ne faut pas couper dans ce genre de situation, c'est financier, quoi. C'est l'équipe finance, quoi. Ou la personne finance, ou le cabinet externalisé finance. Mais ça nous a sorti clairement de la situation. Et est-ce qu'il y a un moment, enfin, est-ce que tu as plutôt pas un moment, mais est-ce que tu as un risque aujourd'hui qui t'empêche de dormir? Tu me parlais récemment de la cybersécurité, enfin, des sujets de cyber. Est-ce que tu as des risques qui t'empêchent de dormir? Sachant que tu n'aimes pas le risque. Ouais, non, moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est quand j'ai pas traité le risque. C'est-à-dire que le cyber, là, c'est bon, on l'a traité. Comment? Donc, en fait, on a pris une société qui nous a aidés pour optimiser les choses. On a fait tous les audits, les backups qu'il fallait. On a fait en sorte de pouvoir s'assurer aussi. Donc, rien que pour pouvoir s'assurer, il faut répondre présent à un audit assez costaud. Et contractuellement, on s'est backé. Et pourquoi la cyber, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi la cyber, c'est un de tes risques importants pour toi? Parce que, notamment, si tu te fais attaquer, tu peux faire tomber. Comme tous les SaaS, en fait, si tu te fais attaquer et que ton logiciel ne marche plus pour l'intégralité de tes clients, ils risquent d'aller voir ailleurs très rapidement. Donc, ou t'attaquer. Parce qu'il y a un dommage qui est causé et effectivement. Ils disent moi je peux plus vendre. Effectivement. Donc t'imagines si demain un logiciel comme Lucas ou comme tout logiciel qui est d'usage quotidien pour des entreprises n'est plus utilisable, c'est dramatique. Donc effectivement, on a mis les bouchées doubles pour se mettre en action sur le sujet. On avait beaucoup privilégié les nouveaux produits, les nouveaux parce que pendant des années. Et là, on s'est dit ok, on fait une belle pause. Et on optimise ce sujet pendant 3-4 mois avec des experts. Et du coup, tu as mis ça quand en place? Parce que récemment. Ouais, c'est récemment. Et après aussi, on s'est fait conseiller. Et c'est vrai que quand on prend du recul, on n'a pas de données. Enfin, nous, les clients nous donnent des données qui ont vocation à être publiques. C'est-à-dire qu'on fait des sites internet publics. Donc, tu n'as pas de données personnelles. On n'a pas de données sensibles, de santé. Tu vois. Donc, en fait, on n'est pas non plus... Enfin, les mesures doivent être proportionnelles au risque. Et c'est vrai qu'en en parlant avec des gens compétents, ça m'a vachement rassuré de me dire, OK, faut faire ce qu'il faut, mais on n'a pas non plus de données critiques. On n'a que des données qui vont vocation à être sur des sites internet, donc des données publiques. En cyber, toi, ton plus gros risque, c'est effectivement si toi, tu te fais attaquer, le dommage que tu peux causer à tes clients et puis le risque réputationnel, quoi. Exactement. Là, récemment, il y a Harvest qui s'est fait attaquer, qui a je ne sais pas combien de clients, des gestionnaires de patrimoine. En plus, tu as une obligation, je crois, 72 heures déclarée à la CNIL que tu t'es fait attaquer, donc tu dois avertir tous tes clients. Des clients qui ne sont pas avertis tant au sujet, comme tu dis, informatique, etc., parce que ce n'est pas leur expertise. Et donc, effectivement, un risque de perdre et d'avoir une difficulté à en gagner, quoi. Donc, toi, c'est plutôt ça. Et aujourd'hui, sur toutes tes... Donc, tu as d'autres risques, tu me parlais du coup de la cyber, tu as d'autres risques qui t'empêchent de dormir que... Toi, ta vision de voir le risque, c'est quand on a un, tu le traites. C'est ça. Quand j'en ai un, j'essaye de le traiter, ou au moins j'ai un plan d'action prévu, quoi. Non, il y a un truc qui serait quand même hyper stressant, c'est le départ d'un de mes associés. Vous êtes combien ? On est 4 cofondateurs. Ok. Voilà. Au début, on était 2, puis 3, puis 4. Mais aujourd'hui, je considère qu'on est 4. Et c'est vrai que il y a quand même une dépendance à des hommes clés qui sont les seuls à maîtriser certains sujets. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez stressant. Donc, pour pallier à ça, on communique extrêmement bien. Donc, on se fait des petits séminaires pour bien communiquer entre nous.
Et puis le conflit d'associés, c'est un des plus gros risques dans l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça. Et on essaye aussi de pas faire l'autruche. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, on les traite. Donc, par exemple, pendant longtemps, on s'est tous payés pareil. Et ça a créé en fait une espèce de tension, cocotte minute, parce que je trouvais ça pas juste pour plein de raisons. Et effectivement, on a réussi à en parler et à trouver des solutions, parce que sinon, c'était le terreau favorable à un conflit d'associés et à un départ 2 mois ou d'autres, quoi. Donc, effectivement, toi, tu penses que les associés ne sont pas forcément obligés de se payer au même prix, notamment en fonction de leur responsabilité et de la charge et du stress qu'ils peuvent avoir, quoi. C'est-à-dire que c'était ça le sujet, non ? Ouais, en fonction de l'impact, en fonction des responsabilités, en fonction de la charge mentale. Ça doit être hyper dur à évoquer, ça, quand même. Ouais, si c'est pendant dur. 10 ans, vous êtes payé de la même manière. Ah ouais, c'est dur. Mais heureusement qu'on l'a fait. Parce que sinon, tu fais quoi ? Tu nivelles tout le monde par le bas. C'est-à-dire que tu te dis, bah, ça sert à rien que je bosse plus parce que de toute façon, ma REM, elle bougera pas. Non, on a réussi à avoir une conversation courageuse sur le sujet pour nous réaligner et créer une certaine logique sur le sujet de la rémunération. Et petite question, tu penses que si Simple et Beau devait disparaître demain, ça serait quoi la raison ? Bah, ce serait, je pense, qu'on a un autre projet qui nous excite encore plus et qu'on aurait envie de mener entre une nous. autre aventure Ouais, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être un rachat. Enfin, Simple et Beau ne disparaîtrait pas, mais serait intégré. Je pense que ce serait ça, même si c'est pas du tout ce qu'on souhaite là, à court terme. Je pense que ça reste le plus probable. Mais 5-10 ans, moi, ça me paraît très long. Il n'y a jamais eu des moments où tu t'es dit ras-le-bol Si, à chaque fois, au bout de 2 ans et demi, comme je te le dis, quand ça commence à être stable, et je dois prendre un risque pour créer une nouvelle entreprise qui est toujours Simple et Beau, mais qui a un autre visage. Et donc, quand tu lances un nouveau produit, quand tu as un nouveau cofondateur qui arrive, quand tu lances un projet de rachat d'un concurrent, pour moi, tout ça, c'est plus la même boîte que tu as si tu te lances dans un nouveau projet. Et donc, effectivement, 10 ans, moi, je le vois pas comme 10 ans. Je le vois comme 3 fois 3 ans, tu vois, sur 3 projets différents. Ok. Comme ça que je le vis. Et 3 ans, c'est long quand même aussi. Mais ça dépend du projet. Mais c'est vrai que le rachat, ça peut prendre du temps. Déjà, l'intégrer. Ça prend 6 mois à identifier les bonnes cibles. Après, tu as 8 mois de due deal. Et tu t'es fait accompagner ? Alors oui, je suis très bien accompagné. Ouais. Non, parce que je pense que c'est hyper important si tu as des personnes qui nous écoutent. Un rachat, c'est pas anodin. Tu as un gros risque parce que du coup, tu peux racheter une coquille vide. C'est voilà, pas anodin. Du coup, moi, je dis souvent, il faut se faire accompagner. Il faut. Et du coup, t'as pris quelqu'un expert. Ah oui, j'ai même pris plusieurs personnes. Mais je trouve qu'au-delà du risque, ça permet d'apprendre plein de choses. Ouais. Moi, j'adore être entouré de gens hyper pointus sur leur secteur et qui me font un MBA de rachat de boîte là, depuis 1 an, quoi. Donc ça coûte cher. Mais t'apprends quoi. Et tu pourras après en racheter plein, quoi. Ouais, t'apprends sur la partie financière, comment t'audites une boîte sur la partie financière, sur la partie juridique, sur la partie négo, sur la partie émotion, comment tu approches quelqu'un pour essayer de le convaincre de te rejoindre dans une aventure. Non, c'est tout un métier. Tu penses que Simple et Beau, ça sera où dans 10 ans ? Bah écoute, j'espère que ce sera un groupe d'entreprises. Donc continue sur cette lancée de rachat. Exactement. Qui rassemble les meilleures pépites de leur marché respectif. Donc un marché, ça peut être un secteur d'activité, tu vois, ou ça peut être un produit, un service. Mais je rêve d'avoir un groupe dans lequel je suis entouré d'entrepreneurs passionnés qui ont une même mission, un même objectif et qui créent des synergies. Voilà. Un peu à la European Digital Group. Mais sur le marché
des plus petites entreprises. Moi, ma cible, c'est les professionnels indépendants, TPE, PME. Mais je suis très excité à l'idée de consolider en fait, un marché avec les meilleurs de ce secteur. Donc ce ne serait pas forcément que des concurrents, ça peut être un marché de niche sur une cible que... Ouais. Tant que c'est de l'abonnement. Ok, donc toi c'est hyper important, le MRR. Là, oui, tant que c'est de l'abonnement avec un modèle SaaS, donc plutôt logiciel, même s'il y a une couche de service au-dessus, il faut qu'il y ait une dominante quand même logicielle qui s'adresse aux professionnels indépendants ou TPE. Je pense qu'il y a énormément de rapprochements, de synergie à faire. Ouais. Bah, si tu n'étais pas dans la couche logicielle, tu aurais pu faire des assurances. Non, mais il y a sûrement un truc à faire, tu vois. Dans cette cible d'entreprises, TPE, etc., qui ont, au moment de créer leur site, besoin aussi d'assurance pour leur entreprise. Ah non, mais c'est sûr. En fait, sur ce marché, ce qui est dur, c'est d'acquérir la confiance du client. Parce que c'est des petits clients, il faut aller les chercher un par un. Mais une fois que tu as la confiance, avec un service béton, tu peux quand même lui vendre beaucoup de choses. Des services de qualité. Et si en plus ces services ils s'intègrent correctement, ça a de la valeur pour lui. Et aussi. Surtout si tu as une satisfaction client comme toi à 4,9 qui fait que les clients effectivement te font confiance. Aujourd'hui, tu as quelle part d'inbound, enfin inbound pour ceux qui nous écoutent, lead entrant vs sortant? 100% d'entrant. Donc tu fais pas d'outbound, tu fais pas de call. On ne chasse personne. Vous chassez personne. Non. Donc les gens ils vont chercher en ligne. Alors on a du référencement naturel. Ouais, SEO. Bien sûr. Et on a aussi en canal d'acquisition la recommandation qui fait 70% de notre acquisition. Donc c'est soit nos clients qui nous recommandent, soit des organismes, des tiers. Type les banques. Type les banques. Parfois elles veulent intégrer le service carrément chez elles en marque blanche, mais parfois elles ont juste envie de nous prescrire. Donc elles nous envoient des prospects. Donc il y a les deux modèles. Mais si on rassemble notre système de parrainage et la recommandation, l'apport d'affaires en fait, par des entités, des syndicats, d'autres startups, ça représente 70% de notre acquisition. Ça représente, en tout, on a 1000 demandes entrantes par mois. Et sur ces 1000, il y en a à peu près 700 qui sont issus de recommandations. Et t'en convertis combien? Et on en convertit entre 20 et 25%. Et le reste? Et le reste, en fait, tu en as une partie qui n'est pas dans notre cœur de métier. Ok, vous pouvez pas, typiquement un site e-commerce avec Nous, on a achat en ligne. Alors, si on peut, en fait, les petits sites e-commerce, on peut, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut faire une marketplace, un intranet, une plateforme de mise en relation, en fait, ça, trop complexe. Enfin, on pourrait le faire, mais c'est pas scalable. Ouais, c'est pas dans ta cible. C'est pas scalable. C'est pas mon cœur de cible. Donc, t'apprends à refuser des clients aussi. On refuse beaucoup de clients. En fait, nous, notre modèle, c'est de faire peu de choses extrêmement bien et scalable. Et donc, dans ta cible de clients que tu as identifiée, dont tu nous parlais au début. Donc, tu as 25% que tu convertis et le reste, soit c'est pas dans ta cible. Soit c'est pas dans ma cible, soit c'est trop tôt, parce qu'on a beaucoup de créateurs d'entreprises, voilà. Soit, en fait, en vrai, je pense qu'on a beaucoup de marge de progression aussi sur la conversion. Si tu peux passer de 25 à 50. Ah, mais c'est sûr. C'est un des chantiers que je veux adresser une fois qu'on aura fini le rachat d'une entreprise, là. Le temps que ça s'intègre, là, donc tu vois, il faut un peu de temps. J'ai bien envie de m'attaquer le taux de transfo commercial. Mais d'un autre côté, on ne veut pas faire comme les autres acteurs. Hyper agressif. Non, on veut pas faire comme les autres acteurs du marché qui font de la survente et qui promettent la lune. C'est aussi pour ça qu'on a un taux de rétention et de satisfaction très fort, c'est qu'on est hyper honnête avec nos clients sur ce qu'ils peuvent attendre de ce qu'on fait, et on fait pas de surpromesses, et ça joue aussi dans le taux de conversion. Ouais, parce qu'en fait, ils s'attendent à ce que, voire mieux. Et t'as pas vendu comme des porcs un truc qu'en fait que t'es pas capable de le faire, et ils ont payé et puis ils se rendent compte que finalement c'est pas ça quoi. C'est ça, et d'autant plus dans notre secteur où en fait tu mets entre 6 et 12 mois à commencer à gagner de l'argent sur un client. Parce que pendant 6 à 12 mois, tu ne fais que rembourser le coût de production de ce que tu mets en place pour eux. Donc il faut que les clients soient fidèles. Donc, sinon t'es mal barré. Voilà, donc il faut être extrêmement fair sur ce qu'on vend, extrêmement pédagogue. Donc je pense qu'on a un entre-deux à trouver quand même pour s'améliorer quand même sur la conversion, mais on veut garder notre ADN
d'hyper-satisfaction client. Ça, c'est sûr. En parlant d'ADN, je déjeunais avec un ami du club Bootstrap qui me parlait de la singularité. Tu dirais que c'est quoi ta singularité en tant qu'entrepreneur ? De moi, personnellement, Ouais. moi, je dirais que c'est que j'ai un combat. C'est de prouver que la gentillesse et l'ambition peuvent se concilier. Voilà. C'est-à-dire que ce soit même dans le business vis-à-vis des clients finaux ou dans la vie ou dans tout, je suis convaincu que les deux peuvent se concilier et ne s'opposent pas. Donc je pense que c'est mon combat, en tout cas, d'essayer de prouver ça. Ok. Que finalement, t'as pas besoin d'être un énorme requin pour réussir. Ouais, Je dis pas et qu'ils même d'un point de vue commercial. Même d'un point de vue commercial, il y a des façons d'apporter de la valeur, de vendre par l'apport de valeur plus que par l'ambition outre mesure, etc. Et sur notre marché, c'est un marché assez... il y a beaucoup de requins sur ce marché qui prospectent de façon hyper agressive. Et je veux prouver qu'on peut réussir à créer un leader sans avoir une stratégie de démarchage et de promesses de vendeurs de le fait tapis. que vous, toi, t'as que du lead entrant. T'as jamais... Non. Et si un jour, je pense qu'on le fera, mais il faut que je trouve la bonne façon de le faire pour avant tout apporter de la valeur et pas faire de fausses promesses. Peut-être, on arrive à la fin, mais 2 petites dernières questions. La première, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui peuvent se retrouver sur des situations comme tu as pu vivre, de stress, de risque, où tu sais qu'il va te manquer de la trésor, où tu sais qu'une attaque cyber peut planter ta boîte. C'est quoi le... Donc toi, tu as un côté de les appréhender et de les traiter. Parfois, tu les vois pas venir non plus. C'est quoi un petit peu ta vision là-dessus et les conseils que tu donnerais ? Ouais, alors moi, je dirais, premier conseil, c'est prendre un coach. Ok. Ça peut être un pote entrepreneur, idéalement un coach professionnel, voire un psy. Le mieux, c'est le combo des deux, un coach psy, qui t'oblige déjà à extérioriser ton angoisse, parce que tu peux pas le faire à la maison, tu peux pas le faire aux collaborateurs, il faut bien qu'à un moment t'en parles, et qui t'aide à te pousser à l'action. Parce que le stress, je suis convaincu qu'il naît de l'inaction. Tu as un stress et tu n'agis pas. À partir du moment où tu te mets en action, je pense que ça va déjà beaucoup mieux. Donc voilà, premier conseil que je donnerais, moi, c'est trouver le bon mentor ou le bon coach pour qu'il te pousse à poser le problème et faire le plan d'action. Déjà, tu as abaissé le stress d'un bon niveau. Et deuxième conseil, je pense que c'est peut-être c'est facile à dire, hein, mais c'est de dérisquer. C'est-à-dire, c'est vrai que si tu mets tout sur un sujet, genre ta boîte, si ta boîte, c'est la seule chose que tu as dans la vie, c'est le seul statut social que tu as, et ben en fait, je suis pas sûr que ce soit sain, en fait. Et je pense qu'on peut être totalement impliqué dans une boîte et pour autant avoir d'autres facettes, d'autres visages dans la vie et ne pas être que sa boîte. Et quant à ça, je pense que tu prends les risques d'une autre façon. C'est marrant parce que juste avant, j'avais Thierry de Mastéos qui disait que lui, il avait trop misé sur sa boîte et quand il s'est retrouvé sans rien, donc pas de protection personnelle parce que tu n'as pas le chômage en tant que dirigeant, en tant que faillite, et puis il n'avait pas cash out, donc il n'est pas sorti de cash. En fait, il s'est dit, en tant qu'entrepreneur, en plus on est malin, on est aussi avoir d'autres projets à côté qui peut aussi apporter, pas forcément une sécurité financière, mais un début de sécurité financière, c'est hyper important. Parce que je pense qu'effectivement, avoir trop de pression sur la boîte et de dire c'est ton projet qui va permettre financièrement, etc., surtout quand tu tiens la famille, etc., je pense que c'est compliqué, quoi. Ouais, et c'est surtout un état mental, parce que tu vois, de toute façon, quand tu es à fond dans ton projet, tu peux pas avoir d'autres projets majeurs. Mais c'est plutôt une façon de se dire, oui, je suis quelqu'un autre chose que le gérant de ma boîte, quoi. Je suis père de mes enfants, je suis pote de Ségolène, je suis... voilà, j'ai d'autres facettes de ma vie, et c'est plus un mindset que
Et c'est autre quoi, chose. toi, les projets que tu as à côté? Les projets, c'est la famille. Ouais, que déjà Euh, prend pas mal de temps avec tes Voilà, 2 enfants et ta femme. qui prend du temps. C'est tout ce qui est... Je fais un petit peu d'immobilier. Ouais, ça c'est effectivement. Voilà, donc c'est une façon aussi de dérisquer, parce que tu as autre chose à côté. Je me passionne pour l'émerveillement client. Donc tu donnes pas mal de confs dans des boîtes et tout, non? Alors oui, alors là je le fais à titre bénévole. Donc c'est pas, c'est toujours pour de la notoriété pour Simple et Beau, et je leur demande de faire un don à une asso en échange de ma conf, et ça marche vachement bien. Mais effectivement, c'est une autre facette que j'ai. Parce que si ta boîte elle plante, tu pourrais être coach en émerveillement. Je pourrais être coach en émerveillement, ouais, carrément. Non, ça me passionnerait. En vrai, j'adorerais. Et non, il y a aussi un truc, c'est que je me paye correctement. Voilà. C'est-à-dire Mais tu peux te le permettre, parce qu'il y en a qui nous écoutent qui peuvent pas se permettre de se payer. Mais en fait, dès qu'on peut se payer il faut correctement, il faut le faire, parce que sinon, tu accumules une espèce de dette de dette dans ta tête. Tu te dis, putain, je me suis pas payé pendant X années ou sous-payé. Du coup, à un moment, il faut que j'ai le jackpot. Et plus tu accumules cette espèce de dette, plus tu te dis, mais si j'ai pas mon jackpot, j'ai tout perdu. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut, dès que c'est possible, bien se payer pour diminuer le stress et arrêter l'accumulation d'une espèce de dette du projet vis-à-vis de toi. Si j'étais à l'offre, ça suffit pas, parce qu'en fait, pendant 10 ans, je comprends. Ouais, il faut que faut limite que le jackpot que tu puisses faire, c'est un bonus, quoi. Ouais. C'est un bonus. S'il arrive, c'est super. Mais t'es pas pressé. Trop intéressant. Dernière petite question. Est-ce que tu as un entrepreneur que tu me recommanderais, qui a été un moment sur le fil? Ouais, alors, en lien avec le risque, tu vois, au sens large, je pense à un couple. Il faudrait peut-être rajouter un canapé là. Je pense à un couple. Il faut que tu reviennes avec ta femme pour... Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Pauline Albenck qui a fait Bloom. Ah oui. Tu sais. Elle a fait 2 restaurants. Là, elle a créé un superbe domaine pour organiser des grands événements, des mariages, mais un truc énorme. Et à chaque fois qu'elle fait un nouveau projet, elle reparie tout. Franchement, elle a beaucoup de courage. Et je suis allé voir son domaine. Ce week-end. Ouais, c'est gigantesque ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est Pauline. Et son mari, Étienne, qui est super sympa, qui est directeur général du leader mondial des logiciels de cybersécurité, qui s'appelle Palo Alto. Et il dirige Palo Alto en France. Donc, c'est un truc qui pèse, et sa vie, c'est la cybersécurité. Et je trouve que eux deux, ils sont tous les deux... Il y en a un dirigeant, une entrepreneuse. Et entre eux, tu vois, comment tu gères le risque dans un couple qui a 4 enfants, en plus. Ils ont 4 petites filles. Je trouve que c'est un axe qui peut être intéressant. Ok, je rajouterai un fauteuil. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Alex. C'était hyper intéressant. Est-ce que tu as un petit dernier mot avant de nous quitter? En tout cas, c'était très, très inspirant. Merci d'avoir pris le temps de témoigner pendant cette petite heure à mes côtés. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, sinon... Non, vive la vie, vive l'amour. Faut vivre à fond. Et, on n'a qu'une vie. Il faut prendre des risques parce que sinon, la vie n'a aucun sens. Et ce qu'on perd en confort, on le récupère en intensité de vie, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'entreprendre, mais attention, c'est pas toujours, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, c'est les montagnes russes. Un long fleuve tranquille. Exactement, un long fleuve tranquille. Merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés, et puis à la prochaine. Au revoir.